J'étais assise à la table de ma villa au bord du lac Léman, feignant de m'intéresser à la conversation interminable sur les procurations nécessaires à la gestion de mon patrimoine, que ma belle-fille Camille insistait pour avoir lorsque je m'excusais pour aller aux toilettes. Revenant silencieusement par le couloir de marbre, je m'arrêtai à la porte entr'ouverte de la salle à manger et vis quelque chose qui me glaça le sang. Camille jetait des regards nerveux autour d'elle, sortit une petite fiole de verre de son sac Hermès et laissa tomber 3 gouttes d'un liquide transparent dans mon verre de Château Margaux 2015. Elle rangea rapidement la fiole, prit une profonde inspiration et reprit sa posture détendue comme si de rien n'était. Mon cœur s'emballa, mais je gardais toute ma lucidité. Cette femme essayait de m'empoisonner ou de me droguer pour me forcer à signer des documents qui lui donneraient, ainsi qu'à mon fils, le contrôle total de ma fortune de 8 millions de francs suisses. Mais elle avait sous-estimé une chose. À 72 ans, mon esprit est plus vif que n'importe quel poison, et je savais exactement quoi faire. Je suis entrée dans la pièce avec un sourire calme. Excusez-moi pour le retard. Où en étions-nous? Bonjour à tous. Avant de poursuivre ce récit d'empoisonnement, de ruse mortelle et de justice implacable, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Cette histoire illustre comment l'intelligence et le sang-froid sous pression peuvent transformer un piège mortel en aveu forcé. Préparez-vous, car ce que je vais vous révéler démontre que parfois, la meilleure défense est de piéger l'ennemi. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous surpreniez quelqu'un en train de mettre quelque chose dans votre verre, réagiriez-vous immédiatement ou agiriez-vous de manière plus stratégique comme je l'ai fait? Je m'appelle Ariane Leclerc, j'ai 72 ans, je suis veuve. Depuis 8 ans, et unique héritière de la fortune familiale bâtie par mon défunt mari, Claude Leclerc, industriel qui a fondé une entreprise de mécanique de précision fournissant des composants à l'industrie horlogère suisse. À la mort de Claude, j'ai tout hérité. Une villa de 2 millions de francs suisses sur les rives du lac Léman à Cologny, une banlieue très huppée de Genève. Un appartement dans le centre de Genève, des placements diversifiés et des actions de l'entreprise déjà vendues. Au total, 8 millions de francs suisses, environ 8 200 000 $ américains. Mon fils unique, Étienne, s'attendait à hériter immédiatement, mais j'ai gardé le contrôle absolu, non par cupidité, mais par prudence. Étienne avait toujours été dépensier, influençable, et avait épousé Camille 3 ans auparavant, une femme en qui je n'avais jamais eu confiance. Camille Fournier avait 40 ans et était architecte lorsqu'elle rencontra Étienne lors d'un événement d'entreprise. Belle, élégante, ambitieuse, elle venait d'une famille bourgeoise lausannoise, sans commune mesure avec notre fortune. Le mariage fut rapide, 6 mois de fréquentation. Je m'en doutais dès le début, mais Étienne était amoureux, ou aveuglé. Les premières années, Camille était polie avec moi, mais je sentais toujours une certaine hypocrisie. Elle souriait trop, me faisait trop de compliments, posait trop de questions sur les plans successoraux et la succession familiale. Lorsque je lui ai suggéré un contrat de mariage, elle a feint l'offense, mais a fini par accepter. Ce contrat protégeait le patrimoine familial. En cas de divorce, Camille ne pourrait prétendre aux biens acquis avant le mariage. Cela l'irritait visiblement, mais elle le dissimulait bien. Ma routine était synonyme d'indépendance totale. Je me levais à 7 heures, faisais 40 minutes de marche autour du lac, prenais un petit déjeuner suisse complet, pain, gruyère, jambon, muesli, café, fort, lisais le Temps et la NZZ, gérais mes investissements en ligne, visitais des galeries d'art, déjeunais avec des amis au club et rentrais à la villa. 2 fois par semaine, je recevais la visite d'un kinésithérapeute. Je jouissais d'une santé impeccable. Aucun problème cognitif ou cardiaque, rien. Les médecins disaient que j'avais la santé d'une personne de 20 ans de moins. Je voyageais 3 fois par an. Paris, Florence, Vienne. Une vie pleine, autonome et épanouissante. Je n'avais besoin de l'aide de personne pour gérer mon patrimoine. Mais Camille et Étienne insistaient de plus en plus.
La villa où je vis est une propriété magnifique, une construction contemporaine de verre et de pierre de 500 mètres carrés, avec 5 chambres, 6 salles de bain, une piscine à débordement qui semble se fondre dans le lac, des jardins paysagers avec accès privé à l'eau, un garage pour 4 voitures et un système de sécurité complet. Je l'ai acheté avec Claude il y a 25 ans, un prix aujourd'hui inabordable. Vue spectaculaire, le lac Léman d'un bleu cristallin, les Alpes françaises en arrière-plan, le Mont Blanc visible par temps clair. L'intérieur est décoré de meubles de designers suisses, d'œuvres d'art contemporain et de cristal baccarat. Chaque objet a été soigneusement choisi au fil des décennies. C'était mon havre de paix, jusqu'à ce qu'elle devienne le théâtre d'une tentative de meurtre. Ma relation avec Étienne s'est détériorée ces 2 dernières années. Il avait toujours été un fils aimant, mais depuis son mariage avec Camille, il avait changé. Il était devenu distant, opportuniste et impatient. Il ne venait me voir que pour parler de la nécessité de mettre à jour les procurations, de faciliter la gestion de mes biens lorsque je ne pourrais plus le faire, et de protéger mon patrimoine par une planification successorale. Je répondais invariablement « Étienne, j'ai 72 ans, pas 92. Je suis parfaitement capable. Le moment venu, je modifierai les documents. » Cela le frustrait visiblement. Camille insistait encore plus. Elle appelait 3 fois par semaine. « Ariane, il faut qu'on parle de l'avenir, des protections juridiques. » Je sentais que la pression montait. Il se passait quelque chose dont j'ignorais tout. Les premiers signes concrets de leurs difficultés financières sont apparus il y a 6 mois. Mon amie Béatrice, qui travaille dans une banque privée à Genève, m'a discrètement glissé à l'oreille. Ariane, son fils et sa belle-fille ont récemment fait une demande de prêt important. Elle a été refusée en raison de leurs dettes. J'ai mené ma petite enquête. J'ai découvert que Camille dirigeait un cabinet d'architecture au bord de la faillite. Projets annulés, clients impayés, charges d'exploitation élevées. Ses dettes s'élevaient à 300 000 francs suisses. Étienne, qui travaillait comme conseiller en investissement, rencontrait lui aussi des problèmes. Des placements, personnel désastreux, des pertes considérables. Ensemble, ils étaient au bord du gouffre financier. Et à leurs yeux, la seule solution était ma fortune. Mais j'ai refusé de leur prêter de l'argent pour couvrir leurs erreurs. Ils devaient apprendre à assumer leurs responsabilités. La situation s'est envenimée lorsque j'ai catégoriquement refusé de signer une procuration générale que Camille avait préparée avec un avocat spécialisé. Ce document aurait donné à Étienne et Camille le pouvoir de gérer tous mes biens, comptes bancaires et placements. Je l'ai lu attentivement. C'était absurde. Cela revenait à leur céder le contrôle total. J'ai refusé, je n'en vois pas l'intérêt. Je suis parfaitement capable. Camille était visiblement frustrée. « Ariane, tu es têtue et égoïste. Et s'il t'arrive quelque chose, tu dois penser à la famille. » J'ai répondu calmement. « J'ai un testament à jour. Étienne héritera de tout à mon décès, naturellement. Mais tant que je suis en vie et en bonne santé, je gère mes biens. » Elle est partie furieuse. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une invitation pour un important dîner de famille à ma villa. Le dîner était prévu vendredi à 8 heures. Camille insistait pour apporter à manger. « Pour que tu ne sois pas fatiguée, Ariane. » J'ai accepté par curiosité. À leur arrivée, Camille portait des sacs du restaurant Le Chaboté, l'un des meilleurs de Genève. Risotto aux truffes blanches, médaillon de veau, salade gourmande. Et 2 bouteilles de Château Margaux 2015, chacune d'une valeur de 400 francs. Immédiatement, j'ai eu des soupçons. Pourquoi tant de luxe pour un simple dîner? Nous avons servi le repas. Camille a ouvert la première bouteille de vin et a versé 3 verres. Nous avons bavardé de choses et d'autres. Puis elle a repris. « Ariane, nous avons apporté les procurations mises à jour. L'avocat les a vérifiées. Tout est en règle et sécurisé. Il te suffit de signer ce soir. » Une épaisse enveloppe était posée sur la table. J'ai dit « Laisse-la là. Je la vérifierai avec mon avocat la semaine prochaine. » Camille insista. « Non, Ariane, il faut que ce soit aujourd'hui. Il y a des délais légaux urgents. » Étienne acquiesça. « Maman signe, c'est tout. C'est pour ton bien. »
Je me sentais suffocante. Je dis fermement, je ne signerai rien aujourd'hui. Point final. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Je me levai délibérément, laissant mon verre de vin sur la table. Je me dirigeais vers le couloir, mais n'entrais pas dans la salle de bain. Je restais cachée derrière le mur, observant à travers un miroir stratégiquement placé qui reflétait la salle à manger. Et je vis, Camille regarda Étienne, qui acquiesça d'un signe de tête. Elle attrapa rapidement son sac, sortit une petite bouteille en verre, dévissa le bouchon et versa 3 gouttes dans mon verre. Elle rangea la bouteille et prit une profonde inspiration. Étienne murmura quelque chose que je n'entendis pas. Ils se détendirent tous les deux. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit tournait à plein régime. 3 options s'offraient à moi, les confronter immédiatement, mais je n'avais aucune preuve matérielle. Ils nieraient tout. Appeler la police, même situation, aucune preuve tangible, ou retourner la situation contre moi. J'ai choisi la 3e option. J'ai attendu 30 secondes. J'ai pris une grande inspiration pour calmer mon adrénaline. Je suis entrée dans la pièce en souriant. « Excusez-moi pour le retard. Où en étions-nous » Je me suis assis. Camille a dit d'un ton tendu « Nous vous attendions pour trinquer à l'avenir de la famille. » Elle a levé son verre. Étienne a levé le sien. J'ai pris mon verre empoisonné. Puis j'ai dit « Oh Camille, vous avez mis trop de vin dans mon verre. Tenez. » Je me suis levée. J'ai fait semblant de trébucher légèrement sur ma chaise. Et d'un geste rapide, j'ai échangé mon verre contre le sien. « Excusez-moi, prenez le vôtre. Je vais prendre celui-ci, qui est moins chargé. » Camille, distraite, a accepté sans réfléchir. Nous avons porté un toast. « À la famille », dit Camille avec un sourire forcé. Nous avons bu. J'ai regardé Camille boire généreusement dans le verre qui avait été le mien, le verre empoisonné. Elle ne s'en est pas aperçue. Nous avons continué à manger. Un quart d'heure plus tard, Camille a commencé à parler plus lentement. 20 minutes plus tard, elle était confuse. « Je me sens bizarre. » 30 minutes plus tard, elle avait visiblement le vertige et peinait à tenir debout. Étienne s'est inquiété. « Camille, ça va ?» Elle a essayé de répondre, mais les mots sortaient de façon indistincte. Je ne sais pas. Vertige, vision trouble. 45 minutes plus tard, elle s'est effondrée sur sa chaise, à demi consciente. Étienne a paniqué. « Maman, appelle une ambulance. » J'ai calmement décroché le téléphone et j'ai appelé non pas une ambulance, mais le docteur Rémi Dubois, mon médecin traitant et ami depuis 30 ans. Le docteur Dubois arriva en un quart d'heure. Il examina rapidement Camille. Elle est sous sédatif, quelque chose de fort. Il faut l'emmener immédiatement à l'hôpital pour une analyse toxicologique. Étienne était hystérique. « Je ne comprends pas. C'était le vin, le dîner ?» Je dis calmement. « Rémi, il faut que tu prélèves un échantillon du vin qu'elle a bu. Ce verre-là. » Je désignais le verre de Camille. Je soupçonne qu'il contient une substance non identifiée. Le docteur Dubois comprit immédiatement mon ton. Il sortit le verre de son sac avec des gants médicaux et le plaça dans un récipient stérile. Je l'emmène pour une analyse médico-légale urgente. Une ambulance arriva. Ils emmenèrent Camille au CHU de Genève. Étienne les accompagna, confus et effrayé. Je restai à la villa et j'attendis. Les résultats des analyses sont arrivés le lendemain matin. Le docteur Dubois m'a appelé. « Ariane, on a trouvé une forte dose de zolpidem dans le sang de Camille et des traces dans le vin. Le zolpidem est un puissant sédatif hypnotique. À la dose qu'elle a ingérée, il provoquerait une perte de conscience profonde pendant des heures, voire des troubles cognitifs temporaires. La quantité était manifestement destinée à l'incapacité et non à un usage thérapeutique. C'est une tentative de meurtre. Je lui ai demandé de conserver tous les documents. Je suis allée à l'hôpital. Camille était éveillée mais groggy avec Étienne à ses côtés. Quand elle m'a vue, elle a pâli. J'ai dit froidement « Précisément converser, il faut qu'on parle ». J'ai appelé mon avocat, maître François Mercier, et je lui ai demandé de venir immédiatement à l'hôpital avec la police. Lorsque maître Mercier, inspecteur de police genevois, et le docteur Dubois entrèrent dans la pièce, l'atmosphère changea du tout au tout.
Étienne tenta de protester. « Maman, que se passe-t-il » Je me tournai vers lui et Camille, avec un regard qui ne laissait aucun doute sur ma détermination. « Vous m'avez traité de vieille femme têtue et d'égoïste. Vous pensiez que j'étais aveugle. Mais hier soir, Camille, vous avez mis du zolpidem dans mon verre de vin, 3 gouttes d'un flacon que vous aviez dans votre sac Hermès. Votre plan était de me droguer, de me rendre incapable de réfléchir pendant des heures et de me forcer à signer des procurations pendant que j'étais inconsciente ou trop désorientée pour résister. Votre mobile était vôtre. Soif de rembourser 300 000 francs de dette. J'ai poursuivi sans relâche. Mais ce à quoi vous ne vous attendiez pas, c'est que je verrais tout, que je quitterais silencieusement la salle de bain et vous observerez droguer mon verre. Alors j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai échangé les verres. Vous avez bu votre propre poison, Camille. La substance qui vous a fait perdre connaissance était la preuve matérielle du crime que vous aviez planifié contre moi. Le laboratoire l'a confirmé. Du zolpidem à forte dose. Le docteur Dubois a conservé des échantillons du vin. J'ai son témoignage concernant l'état de Camille. Et j'ai la bouteille que vous aviez sur vous. La police l'a trouvée dans votre sac ici à l'hôpital lors d'une fouille autorisée. Je lui ai montré le mandat de perquisition que Maître Mercier avait obtenu sur la base d'une suspicion de tentative de meurtre. Non seulement je refuse de signer une procuration, mais j'engage également des poursuites pénales contre vous pour tentative de meurtre avec circonstances aggravantes et escroquerie. Camille se mit à pleurer, tentant de nier. « Non, c'est un mensonge. Je n'ai jamais... C'était une erreur. Je... » Mais l'enquêteur lui montra un flacon trouvé dans son sac. « Madame Fournier, ce flacon contient des traces de zolpidem. Vos empreintes digitales y sont. Combinées à l'analyse toxicologique du vin et de votre propre sang, nous avons une preuve matérielle irréfutable. Étienne était sous. Le choc. Camille, vous avez essayé de droguer ma mère. » Elle tenta de s'expliquer entre 2 sanglots. « Nous sommes désespérés. Les dettes, la pression, nous allions tout perdre. Elle est millionnaire et refuse de nous aider. Je voulais juste lui faire signer quelque chose pour qu'on puisse obtenir de l'argent. » Étienne recula d'horreur. Camille fut formellement arrêtée sur le champ, encore dans son lit d'hôpital. Accusation, tentative d'homicide aggravé, escroquerie, association de malfaiteurs. Le procès pénal a duré 8 mois. Camille a tenté de plaider le stress extrême et le trouble mental passager. Mais les preuves étaient irréfutables. Un flacon portant ses empreintes digitales, du zolpidem dans son vin et son sang, mon témoignage oculaire, le témoignage du docteur Dubois, des procurations falsifiées qui lui donnaient, ainsi qu'à Étienne, le contrôle total de mes biens. Le tribunal de Genève l'a condamné à 5 ans de prison pour tentative d'assassinat aggravé, peine réduite car je n'ai pas été blessé, et à 3 ans pour escroquerie et contrainte. Au total, 8 ans. Étienne n'a pas été poursuivi au pénal. L'enquête a conclu qu'il était au courant du projet de pression sur moi, mais pas de la tentative d'empoisonnement. Quant à moi, j'étais anéanti moralement. Étienne m'a contacté 3 mois après la condamnation de Camille. Il pleurait, implorait mon pardon, avouait avoir été aveuglé par son influence, n'ayant jamais imaginé que cela puisse dégénérer en tentative de meurtre. Il a immédiatement demandé le divorce. La procédure a été rapide. Camille a signé depuis la prison. Le contrat de mariage que j'avais exigé des années auparavant protégeait intégralement le patrimoine familial. Camille n'a rien reçu. Étienne a entamé une thérapie, restructuré ses finances et remboursé ses dettes grâce à un travail acharné. Notre relation se reconstruit peu à peu. Ce n'est plus comme avant. La confiance est rompue, mais le respect mutuel est revenu. Il comprend désormais pourquoi j'étais si têtue concernant le contrôle des biens. La protection était indispensable. J'ai puisé dans mon expérience traumatisante pour créer à Genève le Centre de protection des aînés contre l'abus financier. Ce centre offre des conseils juridiques gratuits aux personnes âgées subissant des pressions familiales pour transférer leurs biens, des ateliers de reconnaissance des signes de coercition financière, un soutien psychologique et un réseau d'avocats spécialisés. Je l'ai financé moi-même à hauteur de 200 000 francs. En 3 ans, nous avons aidé 172 personnes âgées
à protéger leurs biens contre des membres de leur famille abusifs. Mon histoire a fait l'objet d'une étude de cas lors de conférences sur les crimes contre les personnes âgées. Comment une victime a retourné la situation et utilisé le piège de son agresseur contre lui. Il m'arrive de donner des conférences à des PESPIS, groupes de personnes âgées, sur la reconnaissance des signes de manipulation familiale et les stratégies d'autoprotection du patrimoine. J'explique qu'une procuration générale ne doit être signée qu'en cas d'absolue nécessité et toujours sous la supervision d'un avocat indépendant. J'explique que la méfiance n'est pas de la paranoïa face à des pressions familiales excessives. Et j'explique que si l'on se sent menacé, il faut agir de manière stratégique et non émotionnelle. Mon calme, lors de la tentative d'empoisonnement, m'a sauvé la vie et a permis de recueillir des preuves accablantes. Si j'avais confronté Camille immédiatement, elle aurait nié les faits et détruit les preuves. En échangeant mes lunettes, je l'ai transformée en victime de son propre crime, créant ainsi une preuve matérielle irréfutable. Aujourd'hui, à 77 ans, je vis encore plus indépendamment qu'avant. Je suis en excellente santé, je voyage régulièrement et je gère moi-même mes investissements. J'ai renforcé la sécurité de la villa, caméras supplémentaires, système d'alarme modernisé. Étienne vient me voir régulièrement mais sans aucune pression financière. Nous avons conclu un nouvel accord. Il recevra un héritage à ma mort naturelle, mais de mon vivant, je gère tout. Il l'accepte pleinement. Camille est toujours en prison à Hindelbank, où elle purge sa peine. Elle sera libérée dans 3 ans. Je ne la hais pas. J'ai seulement pitié de la stupidité de son avidité. Elle a gâché sa vie pour de l'argent qu'elle n'aurait jamais pu obtenir autrement. Mes chers amis, si vous êtes âgés et subissez des pressions familiales pour signer des documents de transfert de patrimoine, sachez que vous avez le droit absolu de refuser. L'âge n'est pas synonyme d'incapacité. Tant que vous êtes en pleine possession de vos facultés mentales, personne ne peut vous contraindre à céder le contrôle de vos biens. Et si vous vous sentez menacé, physiquement ou chimiquement, agissez avec intelligence stratégique et non sous le coup de l'émotion. Documentez tout. Entourez-vous d'alliés de confiance, médecins, avocats, amis. Et souvenez-vous, dans une situation de vie ou de mort, l'intelligence est la meilleure arme. J'aurais pu mourir ou être définitivement handicapé par le zolpidem que Camille a versé dans mon verre. Mais en échangeant de verre, j'ai transformé son piège en aveu forcé. Son avidité s'est retournée contre elle. C'est une leçon précieuse. Face à la trahison familiale, la ruse vaut mieux que la confrontation. Si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le partager avec les personnes âgées qui subissent peut-être des pressions familiales. Et dites-moi en commentaire, réagiriez-vous sous le coup de l'émotion ou avec stratégie si vous surpreniez quelqu'un à droguer votre boisson? Ensemble, nous sommes plus forts. Merci beaucoup et soyez vigilants. Merci et restez vigilants.